à tous, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin à nos bureaux Carl Offray, gérant DNCA Action Européenne. Alors bonjour Carl, merci d'être Bonjour. chez nous ce matin. Je vous en prie. Alors pour entrer dans le vif du sujet, les actions ont démarré en fanfare le début de l'année. Ici, un peu plus de volatilité, on voit que le pic de croissance est peut-être derrière nous, les marchés deviennent un peu plus nerveux. Beaucoup de nos clients se demandent, tiens, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de prendre son bénéfice, de réduire un peu la voilure? Oui, alors, il faut faire preuve d'humilité pour répondre à cette question. Pour y répondre, la première, il faut essayer de comprendre pourquoi une telle performance. Alors, je vois trois facteurs explicatifs. La première explication, il faut quand même être honnête, c'est le niveau des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont extrêmement faibles, notamment en Europe, et c'est un soutien évident pour la valorisation de la plupart des classes d'actifs. C'est vrai pour l'obligataire, c'est vrai pour l'immobilier, et c'est également vrai pour les valeurs de croissance et de qualité européennes. Donc, tant que les taux d'intérêt resteront à des niveaux extrêmement bas, c'est un facteur de soutien à la valorisation des valeurs de croissance et de qualité. Deuxième explication, ce sont les fusions-acquisitions. Il faut savoir que précisément, les taux d'intérêt sont très faibles. Donc, les entreprises de qualité peuvent emprunter des sommes importantes à des taux modestes qui lui permettent d'acheter d'autres sociétés et cela vient alimenter la croissance des bénéfices par action. Donc, c'est un phénomène qui est positivement perçu par les marchés et qui devrait, je parle au conditionnel, mais qui devrait se poursuivre tant que les taux d'intérêt resteront aussi faibles. Et enfin, la vraie explication concernant la bonne performance des sociétés au sein du portefeuille, ce sont les résultats qui ont été excellents cette année. Nous avons eu un florilège d'amélioration de guidance, donc d'objectifs financiers annuels, dans la plupart des secteurs. La reprise économique a été plus forte que prévu et donc ça s'est traduit par des résultats vraiment de très bonne qualité. Alors si on regarde devant nous, c'est toujours extrêmement difficile de faire des prévisions, il faut faire preuve d'humilité. Mais ce que je peux dire, je ne peux pas vous parler des marchés dans leur globalité, puisque c'est la résultante de multifactoriel. Toutefois, là où je suis confiant, c'est sur la qualité des fondamentaux des entreprises au sein du portefeuille, qui certes ont profité de la reprise économique au premier semestre, qui était meilleure que prévu, mais les fondamentaux de croissance à long terme de résultats sont structurels et non pas conjoncturels. Donc, nous sommes confiants sur les perspectives de ces entreprises à court terme, à moyen terme et aussi à long terme. Alors, les évolutions, les performances boursières à 3-6 mois, je suis incapable de vous répondre. En revanche, à 3, 5, 10 ans, à ce jour, et honnêtement, nous sommes relativement confiants. Tu parlais de résultats exceptionnels pour les entreprises en portefeuille. Justement, on voit ici, depuis le début de l'année, une hausse importante des matières premières, inflation, prix d'énergie pour les ménages. Est-ce qu'il n'y aura pas une certaine pression, justement, à venir pour les marges bénéficiaires de tes entreprises? C'est un risque, il ne faut pas le nier. Il y a eu effectivement une très forte augmentation du coût des matières premières, des coûts logistiques, la main-d'œuvre, bien sûr, et également les composants semi-conducteurs. La vraie question qu'il faut se poser, c'est l'entreprise a-t-elle la capacité d'augmenter ses prix suffisamment pour compenser l'inflation sur sa base de coûts? Ça fait partie de l'analyse fondamentale traditionnelle d'un genre actif. Et nous sommes convaincus que la réponse est positive, donc ce qu'on appelle du pricing power en anglais. Et donc, on pense que c'est un challenge gérable. Après, l'autre élément, alors je ne vais pas sembler cynique, mais il y a même certaines entreprises, c'est un secteur qui tire profit de la situation actuelle. Je peux vous donner deux exemples. Dans le domaine de la logistique, il y a effectivement une forte augmentation du coût des frais maritimes et du fret aérien. Un commissionneur comme DSV en profite, puisqu'ils prennent un pourcentage de la valeur de la transaction. Donc, pour ces gens-là, DSV, mais ses concurrents, c'est la même chose. Plus les taux de fret sont élevés, meilleur ce sera pour le compte de résultat. Un autre exemple, nous avons une pénurie de semi-conducteurs. Que va-t-il se passer? Eh bien, il va falloir que les grandes entreprises de semi-conducteurs dans le monde, notamment TSMC, Intel ou Samsung, augmentent la capacité de production. Et pour cela, ils vont devoir acheter des équipements commercialisés par des entreprises qui sont au sein du portefeuille. Donc, on va retrouver ASML aux Pays-Bas, VAT Group en Suisse, ou bien encore Atlas Copco en Suède. Donc, le contexte inflationniste est un challenge pour ces entreprises, surtout celles qui n'ont pas de pricing power.
mais c'est aussi une opportunité pour d'autres. Et justement, dans le portefeuille, on a des sociétés logistiques qui profitent de la situation actuelle sur les cours logistiques et des entreprises qui font du semi-capex et qui ont évidemment un carnet d'ordre pléthorique. Justement, tu parles des entreprises dans ton fonds, dans ton portefeuille. Quelle est ta méthode de sélection? Quelles sont tes convictions aujourd'hui, tes principales lignes dans le fonds DNCA Europe Growth? Alors, on a structurellement une position importante dans le secteur de la santé. Alors, la santé, c'est un secteur qui est assez hétérogène. Il y a évidemment l'industrie pharmaceutique. Et d'ailleurs, à cet égard, AstraZeneca a participé au congrès ESMO le week-end dernier en Europe, où ils ont donné des résultats exceptionnels de leur médicament Enhertu contre le cancer du sein HER2 positif. Donc la pharmacie, c'est un élément très important, mais à condition que ce soit une pharmacie innovante. Et à nos yeux, des sociétés telles que AstraZeneca et Novo Nordisk le sont très clairement. Ensuite, on va retrouver des sociétés dans la medtech ou bien encore dans les services aux personnes âgées, comme Amplifon dans la vente de prothèses auditives ou Orpea dans la gestion des maisons de retraite. Donc nous sommes structurellement positifs sur le secteur de la santé puisqu'il y a de la croissance et cette dernière est défensive, c'est-à-dire non dépendante de la macroéconomie. Toutefois, en début d'année, c'est vrai qu'on a eu tendance à augmenter le poids des valeurs de croissance un peu cycliques. Je vous mentionnais la logistique, les semi-conducteurs, mais c'est également vrai pour la chimie de spécialité, avec la société néerlandaise IMCD, qu'on a en portefeuille depuis 7 ou 8 ans. Et on va également retrouver donc, le secteur des matériaux de construction, tels que Sika ou Kingspan, qui profitent du boom actuel de la rénovation, mais qui profiteront également des plans de verre qui ont été divulgués en Europe et aux États-Unis. Et ça, c'est une tendance pour les 10-15 prochaines années. Ce n'est pas une tendance uniquement de court terme. Donc, ces sociétés de croissance un petit peu plus cycliques ont été privilégiées en début d'année. Le contre-exemple, c'est qu'on a pris des bénéfices de façon assez importante sur LVMH au cours du mois d'août, puisqu'il est vrai que les nouvelles récentes en provenance de Chine nous inquiètent un peu. Il faut être très honnête. Enfin, nous avons participé à 2 introductions en bourse. Polypeptide en Suisse, qui est le numéro 2 mondial dans la production de peptides, et également Sint, qui est une société de logiciels suédoise qui va révolutionner le secteur des études de marché. Donc voilà un petit peu les mouvements que nous avons réalisés récemment. J'ai appris que le fonds était devenu un fonds agissant dans un environnement socialement responsable, ISR. Donc, c'est un point très important pour nos clients aujourd'hui qui veulent investir leur argent également d'une manière durable. Tu as dû faire des gros changements dans le fonds pour obtenir ce label? En fait, non. Non, puisque sans le savoir, nous étions probablement déjà ISR. Le fonds est labellisé depuis fin janvier 2021, donc il y a évidemment un certain nombre d'exclusions sectorielles que nous devons respecter, notamment les hydrocarbures, le tabac, la défense ou le nucléaire, qui sont exclus par définition de ce label. Nous n'étions déjà pas exposés sur ce secteur, donc ça n'a rien changé pour le portefeuille. Et enfin, nous devons nous soumettre à une notation interne sur des paramètres extra-financiers. La gouvernance, la gestion des ressources humaines ou bien encore le bilan carbone. Je précise d'ailleurs que le fonds a probablement le bilan carbone le plus vertueux de toute la gamme des NCA, tout simplement à cause de la composition sectorielle du portefeuille. Nous sommes structurellement absents des secteurs polluants et structurellement très exposés sur le secteur non polluant. Donc c'est logique que le fonds ait un bilan carbone tout à fait attractif. Et alors, en tant que gérant d'actions européennes, vous avez lancé récemment un fonds sur l'Europe du Nord, Norden. Quel est l'intérêt? Quel est, on va dire, l'aspect, les enjeux là-bas? Alors, donc, le fonds DNCA Invest série Norden, c'est un fonds qui a été lancé il y a 5 ans et qui a pour vocation d'investir dans des actions d'Europe du Nord. Alors, on a une vision relativement large de l'Europe du Nord, puisque ça concerne évidemment, bien entendu, la Scandinavie, qui est la zone clé, mais également la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et le Benelux. Dans une moindre mesure, on peut également investir dans les îles britanniques, mais dans une bien moindre mesure. Donc, l'idée de ce fonds, c'est un fonds qualité qui a pour vocation de profiter de l'excellence macroéconomique de cette zone géographique, qui est là pour la plupart du temps AAA, avec une excellence microéconomique.
Donc, c'est un fonds qualité qui combine des très grandes entreprises, mais également des petites et moyennes entreprises qui représentent la moitié du portefeuille. Donc, c'est une zone prospère, l'Europe du Nord, avec des finances publiques exemplaires. Et c'est une zone géographique où il y a un climat social, un climat politique extrêmement serein. Bref, l'Europe du Nord est à nos yeux un havre de prospérité favorable à l'émergence d'entreprises de qualité de croissance. Pour une diversification avec le DNC Europe Growth, Norden. Oui, c'est l'objectif en fait. C'est un complément à Europe Growth. La philosophie est assez proche puisque nous investissons dans un système de croissance de qualité. En revanche, il y a un biais mid-small cap qui est plus important dans Norden que dans Growth. Eh bien, tout grand merci, Karl. Merci pour ton passage ici chez Pareto et un bon séjour à toi à Bruxelles. Merci et à bientôt. À très bientôt. Au revoir.